Hein c'est un peu l'objet du... C'est ça. Oui, c'est la montagne. Oui, c'est la montagne, c'est C'est la de fondue. saison, c'est la fondue, etc. Voilà. On est dedans. On a commencé quand déjà On a commencé Jeudi, non mercredi. Mercredi Oh là oui, oh, dis oui, donc. non, mais ça remonte déjà. On a parlé de la fondue savoyarde, effectivement. Hier, on parlait de la fondue au brie, histoire de changer un petit peu. Et alors aujourd'hui, je vous emmène complètement ailleurs. On va vers d'autres contrées. On va mélanger la fondue suisse. C'est vrai qu'on connaît la fondue suisse avec la fondue française. Comment on fait? On prend un fromage de chaque. Et puis c'est tout. On mélange tout, voilà. Sauf que pour le Sauf que- fromage français, je vous propose de faire une fondue avec de l'osso irati. Alors franchement, Osso irati. Osso irati, c'est un fromage au lait de brebis qu'on fabrique en Béarn et dans le Pays Basque, donc Basque, un fromage français et qui se marie très très bien avec le fromage suisse qui est Bien le sûr, on aurait vache. demandé aux Basques qu'ils ont envie d'aller se marier avec Ah les- bah écoutez, j'aurais pas demandé à tous s'ils voulaient se marier. Le Basque est un peu rebelle parfois, hein, de mélanger avec le monde, il Oui, n'aime mais pas le trop. hein. vacherin fribourgeois, c'est plutôt pas mal. En tout cas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le mariage est formidable parce que les deux textures se marient à merveille. Il n'y a même pas besoin de rajouter de fécule. Vous savez, des fois, c'est trop liquide, pas assez, etc. On joue avec la fécule, mais là, rien du tout. La texture de l'osso... mieux. Ah non, mais c'est la découverte de cette chronique. Non. La texture de l'osso irati va à merveille. C'est mon fromager qui m'a expliqué ça. J'ai essayé, ouais. je vous jure. On va c'est finir par la casser, je formidable. dis. Vous allez la voir, vous allez la voir. Tout ça pour une fondue. Allez, une fondue Tout ça pour une franco-suisse, c'est fondue. parti, Ça vaut peut-être pas le allons-y. coup, allons-y. Nous avons donc besoin de fromage. J'ai mis 200 g d'osso irati et 200 g de vacherin fribourgeois, du vin blanc, de l'ail, de l'huile d'olive et du pain de campagne. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que d'habitude, on frotte toujours le caclon à l'ail. Sauf que moi, j'ai dans mon entourage des gens qui n'aiment pas l'ail. Changez d'entourage. Non, mais comment je m'en sors? Je fais les croûtons avant, ok? Et je vais mélanger à part l'ail et l'huile d'olive. Et je vais mettre ce mélange d'ail et d'huile d'olive sur mes croûtons. Du coup, si vous ne voulez pas d'ail, il n'y en aura pas dans le caclon. Et c'est vous qui allez choisir un petit pain, un petit crouton à l'ail et qui allez le plonger dans le fromage. Ça aussi, je vous jure, une révélation. Ça change tout. Enfin, il faut aimer l'ail, évidemment. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai mixé des gousses d'ail. Alors, bon, j'en ai mis 5, on peut en mettre un petit peu moins. On enlève le germe et on va mixer cet ail avec de l'huile d'olive. Vous pouvez en préparer un petit peu d'avance parce que finalement, ça se conserve. Pour une salade, c'est bien d'aromatiser. Dans le mixeur, il y a simplement ail et huile d'olive. hein. On va activer le tout. Bzzzt. Et voilà, c'est parti. Vous faites le... Je fais le robot. Oui, je Ouais. parle le robot couramment, vous savez, à force. Donc ça, je le réserve puisque je le mettrai sur mes petits croûtons quand ils seront secs. Dans mon petit caclon qui est jaune, aujourd'hui, je fais chauffer mon vin blanc et je vais rajouter mes fromages après les avoir écroutés. Du verbe écrouter, ça existe dans le dictionnaire. Écoutez-moi. Écroutez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, je ne vais pas détailler mon fromage comme je l'ai fait les jours précédents en lamelles ou autre, je vais le râper. C'est encore une autre technique pour réussir à mélanger très facilement, à faire fondre facilement les Attendez, fromages dans le vin vous blanc. râpez épais. Je râpe gros trous, Ouais. absolument. Oui, oui, oui. On joue pas petit bras, on fait gros trous et on va mettre le fromage râpé dans le vin blanc chaud et on va tranquillement mélanger tout ça pour le faire fondre doucement mais sûrement. Et on rajoute le fromage petit à petit. Et vous n'avez rien besoin de faire. Je vous jure, ça marche tout seul. La texture est Ah, parfaite. c'est pour combien, là-dedans là Voilà, on est pour 4 quand même. Hein. Ah ouais Oh bah oui, très largement. 4 bons Ah ouais mangeurs. Oh bah oui. Il y a 400 grammes de fromage, donc oui, Ah. pour 4, c'est bien. Alors, un petit brûleur, la flamme, évidemment. Moi, je trouve, franchement, la Saint-Valentin approchant, une petite fondue en tête-à-tête, voilà, avec ou sans ail, c'est vous qui voyez. C'est sexy. Mais bien sûr, c'est sexy. Très Oui, encourageant. monsieur. Avec l'ail, ça. Ça donne envie. Non. Ah, bonne soirée, allez. Allez, revoir. aïe, aïe, aïe. Donc, on récupère les petits croûtons, bien chauds, bien dorés, et on va verser, je vous le disais, le mélange d'ail et d'huile d'olive. C'est tout ce qu'il y a comme crouton. Oh, ben après, vous pouvez faire une deuxième fournée. C'est juste pour vous donner l'idée. Ah, plus avec le nombre de croutons qu'on va paumer dans Oui, le caclon. oui, hein. mais c'est ça. Moi, j'attends les gages. Pour une soirée de Saint-Valentin, j'insiste, je trouve ça sympa. Donc, C'est un message personnel. Ah qui oui, vous- non, mais pas du Parce tout. que nous, on En peut- plus, je vais vous dire, le jour de la Saint-Valentin, je serai très très loin de mon mari. Donc, Ouais. donc on plonge le crouton aillé dans la fondue On voit ça. et Bien vous maquillé. dégustez. Vous pouvez ajouter aussi, pourquoi pas, des pommes de terre, une petite salade verte. Bref, voilà. Écoutez, la fondue, c'est quand même le moment des vacances. Voilà, le point phare des vacances au sport d'hiver, par exemple. On se retrouve Ouais. tous autour d'une petite fondue. Vous serez où Je vous Vous dirai travaillerez plus tard. Oui, oui, je travaille. Ah, c'est du boulot. Oui, oui, c'est du C'est boulot. loin
C'est très loin. Oh, Ah sur oui. Une plage. Oui. Ah, la Réunion. Ah, pas loin. Enfin, de l'autre côté. Ah, j'avais deviné, hein. Ah, aux Antilles. Oui. Ah, ouais. Comment vous savez ça, vous? Eh ben voilà. C'est tout le temps. Bon. Message à votre mari. Oui, Allez, bonne chance, vieux. Bon week-end, hein. Bonne fondue. Tu vas la manger tout seul, ta fondue. Il n'y a pas les deux. Il y a Alors, Garfunkel. Son la prénom, voix. c'était Arthur Garfunkel. Arthur Garfunkel. Paul Simon, non. Passage en France, monsieur Garfunkel. Passage en France, alors bon, c'est vrai qu'on a tout dit de 6 ans de carrière, 64, 70. Ils ont incarné comme personne une certaine image de l'Amérique, de Greenwich Village des années 60. Leur relation entre les deux, vous allez voir, il y a quand même encore une petite tension. Hein. Ils se sont séparés depuis maintenant 38 ans, 37 ans, mais il y a encore, on sent quand même une petite... Ils n'ont pas oublié, on va dire. Voilà, il y en a un, surtout Art, je crois qu'il est encore un petit peu là, si vous voulez. Ils n'ont pas oublié qu'à une époque, ils se sont détestés. Voilà, ils se sont détestés, ils ont eu un succès planétaire ensemble, et puis il y a un moment, Paul Simon, en fait voilà, il y en avait un qui écrivait des chansons, Paul Simon, le petit, pas le plus, c'est pas celui qui emballait le plus, mais voilà, et lui, il faisait des chansons. Et vous aviez le flamboyant Art qui était là, la voix, Bridge Over Troubled Water, cette voix magnifique, c'est lui. Donc en fait, il y a eu une petite jalousie qui s'est faite entre les deux, et à un moment, Paul il a dit, ciao, je prends mes chansons, toi tu peux continuer à chanter les miennes si tu veux, ça me fera toujours plaisir, moi je vais faire ma carrière, et toi tu fais ta carrière. Art, il lui en veut encore un petit peu. Bon, alors, voilà, il nous a Parce qu'en raconté... réalité, le chanteur, Paul Simon, c'était celui qui écrivait. C'est l'auteur-compositeur. Il a fait la carrière. Il a fait la Il carrière. me semble plus que l'autre. Et Art, il a fait une carrière au cinéma aussi, et puis il continue à chanter. Je vous assure, il a une voix toujours aussi belle. Ça, il chante magnifiquement bien. Cette voix qu'il a découvert à la synagogue en préparant sa bar mitzvah dans le Queen dans les années 50. Ah ouais. Art était dans la salle, ils se sont dit, tiens, tu chantes bien, je fais des belles chansons. Ils ont fait une comédie musicale ensemble, Alice au Pays des Merveilles. Art faisait le gros lapin et Paul faisait le gros chat. La suite, vous la connaissez. C'est vraiment une légende qui était de passage à Paris. Nous sommes allés le rencontrer. Vous allez voir, il ne manie pas la langue de bois, le monsieur. On y va. Avec son complice Paul, ils ont incarné dans les années 60, à l'instar des Bob Dylan et autres John Baez, une véritable contre-culture américaine. Simon & Garfunkel, un duo et une amitié toute particulière. Art, comment pourriez-vous définir cette relation entre vous et Paul Simon? Ce n'était pas que professionnel, pas vraiment de l'amitié. Je ne vois qu'un adjectif, distant. Quand avez-vous pris conscience que vos deux voix ensemble avaient quelque chose de magique? Nous avions pour modèle les Everly Brothers. Quand ils faisaient, moi je faisais, on se disait c'est génial. On répétait, on jubilait, ça sonnait tellement bien. C'était tellement génial d'être tant en harmonie avec un ami. On riait tellement qu'on n'arrivait plus à chanter. Nous avions la bonne alchimie. Et souvenez-vous, parmi toutes les chansons produites par ce duo, ce tube parmi les tubes. Quand Paul Simon m'a montré cette nouvelle chanson qu'il venait d'écrire, Bridge Over Troubled Water, j'ai dit ce que tout le monde entier a dit. Oh mon Dieu, c'est fabuleux. Quand vous chantez cette chanson dans le monde entier et que vous voyez partout des milliers et des milliers de petites flammes, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens transporté, je le sens au plus profond de moi-même. Je suis plus vivant que jamais, comme adopté par le monde entier. J'ai grandi, je voulais juste être aimé comme un chanteur qui donne du bonheur à entendre et de l'émotion dans le cœur. Et comme le public me dit c'est fait, la boucle est bouclée. N'est-ce pas trop pesant parfois d'être considéré partout comme une légende? Légende, icône, ce sont des termes qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi. Le mot qui a beaucoup d'importance, c'est artiste, véritable artiste. Allez, prends le micro et prouve-nous, là, maintenant, que les dieux de la musique sont toujours en toi. Ça me parle. What's that you say, Mrs. Robinson? Joking your head
Et ma dernière question, vous vous en doutez déjà probablement, peut-on rêver de vous revoir un jour, ensemble, Paul et vous, sur scène? Il faut lui poser la question. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée, enthousiasmante et plutôt très séduisante. Mais si Paul Simon était là, d'abord je quitterais la pièce pour qu'il se sente totalement libre et il vous donnerait une toute autre réponse, avec une attitude complètement différente. Ça va. Oui, bah ça va. Bon, voilà. 37 ans plus tard, je crois que je me suis dit, tiens, il a dû dire quelque chose de désagréable. Non, il ne nous a pas étranglés quand on lui a parlé de Paul Simon. Non, on est sorti vivant de la chambre. Il vous a pas dit, le nabo, là. Non, c'était pas ça. Non, quand même pas. Il sait quand même s'exprimer. Il a quand même un tout petit peu de civilité. Bon, ils chantent tous, garçon. Ce soir à Marseille, c'est vraiment pour les nostalgiques de cette époque. C'est vrai que lorsqu'il chante Bridge over Troubled Water, bon, il passe un petit peu sous le pont maintenant. Et vous, c'est cette chanson-là, pour vous, c'est pas The Graduate. Ah, alors, c'est le film et le lauréat, bien sûr, mais Bridge over Troubled Water, mais quelle mélodie, quelle mélodie. Mrs. Robinson, ah oui. Écoutez, voilà. chacun son... Moi, je vote pour Mrs. Robinson. Au primaire, vous votez pour Mrs. Robinson. Allez le voir à Marseille ce soir, à Lyon, le 20 février à Lyon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour. Bah oui. C'est lui qui l'a inventé, hein, vous saviez ça? L'amour, c'est lui qui l'a inventé. Ah ouais. C'est Julio. On a demandé à Lina, l'Institut national de l'audiovisuel, notre cousine, et à Marie-Mame Joglou, de redonner la parole à de véritables poètes en la matière. Et c'est vrai qu'à la télé, à la Saint-Valentin, à l'époque, c'était quoi? Des chanteurs, la plupart. Et oui, tout à fait, exactement, c'est ça. L'idée, c'est de faire parler les célébrités. Mais attention, les faire parler non pas sur leur conjoint, tout simplement, mais leur faire parler de l'amour en général. Parce que c'était des passionnés, ils avaient besoin d'aimer, d'être aimés, et ils aimaient l'amour plus que tout. Et vous allez évidemment reconnaître Jacques Brel, par exemple, qui lui... Vous dites ça, c'est pas parce qu'il est belge? Pas du tout. Et que vous l'êtes aussi. Mais pas du tout. C'est bizarre, vous commencez par lui. Nous, on aurait commencé par Edith Piaf, Ou Annie Cordy. Ou Annie Cordy, par exemple. Pas Jacques Brel. C'est vrai que je ne suis pas très objective, effectivement, mais en même temps, c'est un très très grand chanteur, on ne peut pas le nier. Ah, oui. Et c'était un homme qui aimait vraiment passionnément les femmes, même si lui, en revanche, il mettait l'amitié un peu bien au-dessus de l'amour, il s'en cachait pas, c'est vrai. Et vous allez voir, il est d'une grande pudeur, c'est incroyable. Et là où il parle le mieux d'amour, c'est dans ses chansons. Vous allez voir aussi Barbara, qui, elle a un amour absolument inconditionnel pour son public. Et elle a écrit cette chanson, Ma plus belle histoire d'amour. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler d'Edith Piaf avec Théo Sarapo. Oh là. Je vous l'ai déjà faite, mais je vous la refais parce que j'adore ça. Théo Sarapo, Sarapo, ça veut dire « je t'aime » en grec. Regardez. Ah oui, c'est vrai. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? On sait que pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Piaf? Mais ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire? Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi? Je n'ai jamais été déçue. Moi, je comprends très très bien des femmes qui épousent des hommes avec lesquels jamais elles ne commettent, j'allais dire, l'acte d'amour. Ça se peut parfaitement. Il peut y avoir des réactions autres que des réactions animales. J'ai une mémoire extraordinaire sur ma première enfance. Et je vois une petite fille sur une plage. Et on se tenait la main. C'était mon premier amour. Et d'une pureté absolue. Je n'ai jamais plus vécu ça. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour... C'est très difficile de dire aux gens qu'on les aime. Enfin, c'est emmerdant, ce mot a été tellement pillé, détruit, enfin, il ne veut plus rien dire exactement. Et puis j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'arrive à me le dire. En fait, je pense que tout est amour. Enfin, ma religion, c'est l'amour. Si je n'avais pas chanté,
sans doute j'aurais été bonne sœur ou putain. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bien ça. C'est magnifique. On s'en serait bien repris encore une C'est petite émouvant, lichette là. j'ai la petite larme, moi, là, c'est jusqu'au bien. coin de l'œil. Ça en parle bien. Ouais. On devrait faire ça assez régulièrement. On appellerait ça confidence. Quelle Voilà, bonne idée, juste un tiens. petit truc comme ça. Très bonne idée. Bon, merci beaucoup. Revenir sur toutes les revues de presse que vous avez fait cette semaine, c'était assez. C'était un peu éprouvant. Hein. Oui, On parlait oui. de choses sérieuses. Oui. Donc là, j'ai opté pour un peu de facilité ce matin. J'ai à vous proposer de l'amour, des belles baraques et des fêtes à tout casser. Ça va, hein, c'est une bah revue de voilà. presse très, très glam hein, que je vous propose avec que des photos. Vous allez voir. On va commencer par le prince Harry. Alors, où il en est Rumeur de fiançailles, William, avec Meghan Markle, une actrice américaine. Ah oui. Alors Gala nous explique que Lady Di aurait aimé cette romance parce qu'elle transgresse les codes royaux. Pourquoi? Parce que la demoiselle joue dans des soap-opéras. Et qui adorait les soap-opéras? Diana. Alors là, c'était ma rubrique Chercher la femme. Là, on va chercher l'homme maintenant. On va même le trouver. Alors la femme, c'est à gauche Iris Mittner, notre nouvelle Miss Univers. Ah oui. Et alors, elle a dit que son cœur n'était plus à prendre à cause du monsieur qui est en haut à droite, Mathieu. Alors, c'est qui, Mathieu? Non, Mathieu, c'est le fiancé de Ouais, Iris. mais c'est Oui. tout. Bah oui. Ah, c'est déjà, Bah, c'est ça, déjà ouais. pas mal. Enfin, moi, je l'avais jamais vu encore. mais peut-être- Non, pas encore. Alors, ils sont connus sur les bancs de la fac de chirurgie dentaire. Alors, il n'a pas de chance, ce garçon, parce qu'il a dû attendre 1 an. Comme elle était Miss France, il lui était interdit d'apparaître en public avec lui. Et maintenant, elle est Miss Univers, donc il lui est interdit d'apparaître en public avec lui. Mais elle a le droit de dire qu'elle a un fiancé, quand même. Interdiction de se marier, interdiction de tomber enceinte pendant 1 an. En plus, lui est à Lille, elle va vivre à New York pendant 1 an. Mais Donc, on leur elle a souhaite- signé ça? Ah ben, elle est obligée de signer, sinon on lui enlève son titre de Miss Univers. Donc lui a Mais dit... j'ai bien elle- fait de ne pas me présenter au Ben Miss oui, Univers. oui, hein. vous avez bien Ah, moi, fait. j'aurais pas signé. Oh, ça a été trop dur. Ah ouais, ouais. Ça aurait été trop dur pour moi. Autre chose, je vous ai promis des belles baraques. Johnny Depp, on le dit, ruiné. Alors, il reste quand même quelques bijoux hein, dans son patrimoine. Et c'est Paris Match qui fait l'inventaire cette semaine. Alors, par exemple, Lille. Excusez-moi. Oui. Sur la couverture de Paris Match, ne serait-ce pas le monsieur et madame Macron? Oui, mais on va y venir. Si on a le temps, on va y venir Ah, à la bon, fin. pardon. Oui, Excusez-moi. Quelqu'un qui me dit non, déjà on est trop long. Si. Ah, si. Non, non, Alors, bah, si, oui. Là, on va quand même regarder les petits biens Bon, de notre alors. ami Johnny Depp. L'île aux Bahamas, Qu'est-ce que accessible ça va? en Qu'est-ce qu'il bateau est- et Quel en est le problème hydravion. avec Johnny? Mais il a plus d'argent, dit-il. Ah bon? Alors, la maison, à gauche, 17 millions d'euros. Elle est à Nashville, si vous voulez l'acheter. Il a aussi une maison à Hollywood. Il y a aussi le mât en Provence. 14 sites, hein, à lui tout seul. Des résidences dotées d'un personnel aussi qualifié qu'onéreux. C'est peut-être pour ça qu'il a pu un rond. Sur l'île des Bahamas, il a recréé sur place un mini-supermarché avec de faux vendeurs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais rien. Paris Match, apparemment, non plus. Je ne sais pas, c'est pour faire genre, c'est la vie normale. Et puis, il y a aussi certaines dépenses qui sont bizarres chez ce garçon. Un de ses copains lui demande qu'après son décès, ses cendres soient tirées d'un canon. Donc le gars meurt, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les cendres, il les fait tirer d'un canon. Le problème, c'est que l'opération a coûté 3 millions de dollars. Il a fallu construire le canon pour ça. Voilà. Donc Johnny Depp, il a un palais à Venise aussi. Il n'a jamais habité. Ah, par contre, il n'a pas de coiffeur. Il n'a pas de coiffeur non plus. Non, Mais il a, les il a- moyens, il a je beaucoup dis. de choses, mais là, coiffeur, non. Trop cher. Alors on me dit qu'on est trop long, mais j'avais quand même Non, deux images. Non, Allez, on regarde ça. Ah, non, voilà. non, moi je veux voir. Parce que c'est très rare d'avoir Manu et Brigitte.
Est-ce qu'on fait les petites fêtes d'abord, juste pour vous montrer non, bah, les fêtes à alors. tout casser, alors Courchevel, Val d'Isère, machin, bah, voilà. on en parlera tout à l'heure. Ça faisait Et longtemps. voilà, la une de Paris Match, il fallait quand même un petit peu de politique. Oui. Et alors, attention, parce que ça c'est la collection hiver du couple Macron, parce qu'ils font aussi automne, été, printemps. Hein, ils ont fait le cas. Et alors, attention à trop de com quand même, parce que regardez l'image suivante. Oui. Voilà, là, il se concentre avant d'entrer en scène. Et vous ne me ferez pas croire qu'il ne sait pas qu'il y a un photographe derrière. Non. Les yeux fermés comme ça. Non, le hein. photographe Bah s'est non, il est déguisé fermé. en poteau. Voilà. Il n'a pas vu. Et là, il est dans les starting blocks à droite. C'est la scène. Bon, il a fini cette fois. Voilà. Bon, merci beaucoup, Patrice. À plus tard. Dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs retrouver. Il y a un grand salon chaque année à Las Vegas qui s'appelle le CES. C'est un salon des nouvelles technologies. Et là, il y a un objet français qui s'est fait remarquer. Qui a fait le buzz au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Énorme buzz pour cette brosse à cheveux qui dit tout. Alors on pourrait peut-être la conseiller à Johnny Depp, hein, puisqu'on a bien vu qu'il n'avait pas de coiffeur. Cette brosse à cheveux au milieu, qu'a-t-elle? Elle a un micro. Et puis sous son pneumatique noir, là, la partie noire et ses poils, il y a des capteurs qui vont pouvoir renseigner, alors que l'on se brosse les cheveux, sur plein de trucs. La vitesse entre la racine et la pointe va donner idée. Mais c'est-à-dire qu'elle du vous fait- parle, du la nombre de- brosse? Elle vous dit, ah, Elle vas-y doucement. parle à mon smartphone. Et dans mon smartphone, des informations, des datas vont tomber avec des courbes algorithmiques, des informations très précises qui vont pouvoir me dire Excusez-moi, si j'ai au des bout nœuds. du compte, on est mieux coiffé ou pas? Eh bien oui, car c'est avant tout, et aussi, quand Sinon, ça marche ça pas coupe d'ailleurs, ça. c'est bon à savoir, une vraie bonne brosse à cheveux. J'ai effectivement posé la question à David Lucas, le coiffeur que vous allez voir dans le reportage. Une création française Cocorico, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IoT, Internet of Things, les objets connectés qui vont déferler des grands industriels, en l'occurrence le leader français, qui s'associe à des start-up. Donc là, pour ce coup-là, je vais dire les noms, c'est L'Oréal et Withings. Et quand même, Cocorico, c'est des petits Français qui ont fait le buzz à Las Vegas, avec ce qui va sortir dans quelques semaines, cette brosse à cheveux coach, en quelque sorte. Regardez. Coach. Aujourd'hui, plus d'une femme sur deux cherche sur Internet des informations sur le cheveu. Mais pas n'importe quelle information, sur comment prendre soin de son cheveu en particulier. Donc nous en sommes venus à la création d'une brosse connectée qui nous permet de mesurer la qualité et la santé du cheveu, mais aussi de donner des recommandations personnalisées. Toutes ces informations, vous allez les avoir dans votre smartphone, dans une application dédiée, qui va vous donner une mesure précise, quotidienne, de l'état de santé de votre cheveu. Vous allez avoir des recommandations de produits, vous allez avoir des recommandations de comment utiliser les produits, quand les utiliser, et aussi des recommandations liées à la météo du jour, le degré d'humidité, la température, puisque ça conditionne bien sûr l'état du cheveu. On s'est appuyé sur nos connaissances en matière de cheveux, ça fait 53 ans qu'on étudie dans ses moindres détails le cheveu, et la première chose qu'on regarde, c'est le son du cheveu. Vous savez, si un cheveu crisse, ça veut dire qu'il est abîmé ou qu'il est sec. Si le cheveu est cassant, il va y avoir une rupture dans le son. Ça, c'est le premier élément de mesure. C'est pour ça qu'on a mis un micro dans notre brosse. Le deuxième élément que nous allons regarder, c'est est-ce que le cheveu est très emmêlé, moyennement emmêlé, etc. Et pour ça, on mesure la vitesse de brossage à travers un accéléromètre que nous avons mis dans la brosse. Le troisième élément, c'est regarder l'état du cheveu entre la racine et la pointe. Donc, on a mis un gyroscope. Le dernier élément, c'est la force de brossage. Parce que vous savez, quand on brosse les cheveux trop fort, on abîme le cheveu, on peut le casser. Donc, on a mis un capteur de force de brossage, et ce capteur permet de donner une petite vibration dans la brosse si vous brossez vos cheveux trop fort. Vous allez pouvoir suivre l'état de vos cheveux à la maison. La brosse va vous permettre de savoir si vous traitez bien votre chevelure. Elle va pouvoir ressentir si vous ne les brossez pas trop fort, si vous ne chauffez pas trop vos cheveux avec votre sèche-cheveux. Notre démarche, ça a été de détourner un objet du quotidien et de le rendre intelligent. Même si les piles ne fonctionnent plus, vous aurez une super bonne brosse entre les mains et qui vous permettra d'avoir un très beau cheveu.
un petit micro qui écoute le son du cheveu. Je trouve ça assez étonnant quand même. Hein. Et c'est pourtant ce qu'on fait dans les laboratoires depuis des années. C'est le cheveu qui parle. Oui, le cheveu fait un son. Et depuis des années, le cheveu parle au micro. Depuis Eugène Schueller, on travaille le son et le crissement du cheveu. Et là maintenant, l'Internet et autres connexions. En fonction de ce qu'il va dire. En fonction de ce son, on sait si ce cheveu est plus ou moins en bonne santé, etc. Enfin, il y a énormément de critères. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ensuite, avec ces données, on peut rentrer en conversation plus fine et précise avec son coiffeur. C'est un petit peu ça l'idée. Et lui dire, mon cheveu m'a dit, je suis cassant. Oui, et le coiffeur va dire, je vois, moi, que entre les moments où on ne s'est pas vu, vous avez fait des trucs qui ne plaisent pas forcément aux cheveux. Donc, on va pouvoir mieux. Ou alors vous avez changé de soin. shampoing, il n'est pas content. Et voilà, exactement. Donc je signale quand même qu'il y a 2 groupes français qui sont fait remarquer à Las Vegas. Bon. Ce leader français et puis le groupe Pierre Fabre avec un rouleau minceur qui lui aussi est connecté. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup. Alors, le fin, hein? Je suis scotché. Beaucoup. Dans l'actualité du web, Julia, du web, vous parle d'une campagne de prévention qui nous alerte sur certains dangers de quoi? Eh bien d'Internet, justement. Je trouve ça intéressant. Je vous remercie. Je n'ai même pas commencé, vous dites déjà ça, c'est bien. Je voulais vous parler de la journée de l'Internet plus sûr, William. Le Safer Internet Day, c'est vraiment une journée dédiée au respect de l'intimité qui a sorti cette vidéo qui fait vraiment le buzz sur Internet. On voit juste une maman, regardez, qui diffuse des photos de sa fille, mais partout, en ville, de manière réelle, pour montrer que justement, il faut respecter l'intimité de ses enfants et peut-être arrêter de diffuser partout des images des enfants sur les réseaux sociaux, absolument partout sur Internet, et que du coup, leur intimité n'est pas respectée. On ne sait pas où ça peut tomber. Et du coup, cette vidéo, qui est extrêmement simple finalement à comprendre, je la trouve assez parlante. Parce que du coup, on comprend très bien quels peuvent être les dangers de juste diffuser des photos pour se faire plaisir. Et en fait, ça part après dans les sphères du web. Et on ne sait pas toujours où. Et on ne sait pas où ça atterrit. Très bien. Non, finalement, je pensais, oui. C'est une bonne idée. D'accord, même après. Oui. Avant, je dis, ça sent bon, la bonne idée, et puis après aussi. De rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. Elle s'appelle Caroline Vigneault. Avant de faire de la scène, elle parlait en public. Oui, sérieusement. Oui, c'était même son métier de parler au fond en public. Elle était avocate, William, pendant 6 ans, avocate au barreau de Paris, cette jolie jeune femme, Caroline Vigneault. Alors, elle me dit, j'ai vraiment voulu être avocate parce qu'elle est donc originaire de province, bourgeoisie provinciale, catholique. Donc, elle m'a dit, dans ma famille, on fait des études, mais c'est même pas envisageable de faire autre chose. On travaille d'abord. Sa sœur a fait médecine, elle a fait avocate. Mais le problème, c'est que ça la titillait, le démon de la scène, elle avait envie de faire ça, donc en fait, elle a osé, elle a tout plaqué. Imaginez la maman et le papa, quand elle quitte un grand cabinet d'avocats parisien pour être humoriste, et au début, en 2009, Caroline, elle le dit, il y a 15 personnes dans la salle. Donc maman qui lui dit, mais ma fille, mais t'es folle, t'as gâché ta vie. 15 amis de la famille. Oh, à mon avis, oui, c'est ça. 15 Dieu copains, merci, ça cartonne aujourd'hui. Elle est au Palais des Glaces dans Caroline Vigneault requitte la robe, parce que c'était quitte la robe, mais ça marche tellement qu'elle prolonge. Et elle garde cette idée de j'étais avocate. C'est sa matière première, William. Oui, mais elle ne va pas faire ça. Ah non, là, je pense qu'après, elle changera tellement de thématique. Mais là, c'est drôle de raconter de manière humoristique tout ce qui peut se passer dans une salle, une cour d'assises. Dieu sait, normalement, c'est sérieux, mais elle a un talent, et surtout, elle a un talent d'improvisation. C'est pour ça que vous demandiez 1h30, 2h, voire 2h15. Et là, c'est du talent. Parce que parfois, les humoristes, vous savez, ils ont un aréopage d'auteur, vous les sortez de leur texte, bon. Là, vous allez voir... Ce sont des interprètes, c'est pas des animateurs de radio. Pas du tout. Elle, en plus, si vous êtes au premier rang et que vous lui apportez de la matière, vraiment, quand elle questionne le public, elle peut partir dans une impro de 15 minutes. Et ce soir, là où nous étions, c'est ce qui s'est passé. Regardez. Ah, si, monsieur, le viol est un crime. Eh ben, en fait, alors c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre, oui. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer, oui. Bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous étiez avocate et que vous aviez à traiter forcément des affaires pas guéguet, qu'un jour, ça vous servirait de matière pour faire rire cette grande salle du Palais des Glaces? Ah non. Non, on va être très clair, pas du tout. Non, on m'aurait annoncé ça il y a quelques années. Je pense que j'aurais regardé la personne en face et je l'aurais traité de fou. Parce que j'avais fait pas mal d'années d'études et c'est un métier que je voulais vraiment faire. Donc, à aucun moment, je m'étais dit que j'allais en changer. Oui, vous cherchez une avocate? Bonjour. Voilà, je suis là. C'est moi. Je suis Caroline. Voilà, Caroline. Je suis l'avocate comme Miss Dauphes. Non, pardon. Non, je voulais dire, monsieur, soumise d'office.
J'ai toujours voulu être avocate, en fait, parce que je fais partie d'une famille un peu catho, un peu difficile, voilà. Et je faisais beaucoup de bruit. C'est-à-dire que j'étais un peu, voilà... Le vilain petit canard? Je sais pas, pour eux, sûrement le vilain petit canard, mais voilà, j'aimais la vie. Et moi, j'ai entendu toute mon enfance, chut, Caroline, tu fais trop de bruit, chut, comme ça. Donc j'avais ça en moi, je pense. Toutes celles qui font de la chirurgie esthétique, attention les filles, ça se voit. Il y a beaucoup de choses autobiographiques sur scène. Si maman regarde cette émission, la réponse est non. Je pense que maman regarde Télématin. Oui, c'est le problème, donc je ne peux pas... Donc non, hein, on dit non. Sauf concernant ma mère, tout est vrai. Roméo, excusez-moi, sortez de ma fille quand je lui parle. On a souvent l'impression que vous partez en impro. C'est de la vraie impro, Caroline? Ah, j'adore ça. Non, mais en plus, je vais pas mentir, je la provoque un peu. Ouais, bien sûr, mais c'est pas je grave. vais chercher, j'aime bien les gens. Et en plus, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est que chaque soir est différent. Et vous faites quoi dans la vie pour venant de l'Est? Recherche clinique. Recherche clinique? Oh, mytho. Ouais, je fais la recherche... en fait, c'est-à-dire que je recherche une clinique. Et quand j'en ai trouvé une, je dis « Ah j'ai trouvé une clinique !» Allez, Caro, allez. Il y a Télématin, mon Dieu. Et les gens, ils me disent oh, « Ça va être super, ça va te ramener du monde. » Ah bah tu vas voir, ouais, ça va. Alors, attends, allez, Caro. Moi, j'ai réalisé que j'allais mourir. Et il faut réaliser qu'on va mourir. Qu'on est tous mortels, oui, c'est ça? qu'on est mortels, qu'on va mourir. Et ça, en fait, c'est Confucius qui le dit mieux que moi. Hein. On a 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une. Si j'avais gardé ma vie d'avocate, jamais je me suis retrouvée là, en train de parler avec toi, que j'ai vu tellement de fois dans ma télévision, et interviewée, assise au Palais des Glaces, voilà. Donc, je savoure ce moment. C'est un moment de bonheur. C'est trop mignon. Non, mais c'est vrai. Au théâtre, on a toujours devant, là, les riches. Et au fond, là-bas, les sans dents. Oui. Alors qu'à la télé, ils nous collent toujours au fond les moches et devant les beaux. Il n'a pas de doute, on est bien au théâtre. Oh là là. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Et bravo, merci. Merci. Sécurité! Where is Brian? Mais quelle spontanéité! Mais je suis ravie que ça vous plaise. Alors là, je veux dire... Elle n'a pas des vidéos de ses plaidoiries? Probablement. Mais je lui demandais... Ça serait intéressant. Oui, mais alors, elle était Comment elle sérieuse. fait à l'époque, elle devait se freiner pour pas... Oui, alors, je lui ai demandé, mais vous êtes une avocate sérieuse? Elle me dit, bien sûr, dans le prétoire, oui. Mais elle me dit, dans les couloirs avec mes collègues avocats, on les connaît, quoi. Vraiment, allez la voir, elle est formidable. C'est une tornade. En plus, elle est jolie comme tout. C'est jusqu'à fin mars, donc, au Palais des Glaces, chez Jean-Pierre Bigard, le frère de Jean-Marie, qui est donc le propriétaire du Palais des Glaces. Ce serait dommage de passer à côté. Alors, si vous êtes au premier rang, attendez-vous à tout. Voilà. Merci beaucoup. À travers les nuages, quel représage. Vous en êtes aperçu à peu près avec les photos que vous venez de voir. C'est adresse avec vue. Bon, on y reste combien de temps dans ces endroits-là? Le temps d'un week-end, c'est des chambres d'hôtes. Hein. Donc Thomas Pesquet envoie tous ces petits, ces messages sur les réseaux sociaux. Et ben moi, je me suis dit que j'allais vous faire rêver aussi. Et puis en plus, c'est la Saint-Valentin, ça vous a pas échappé. Ben oui, oui. Donc vous pouvez emmener votre dulciné au 7e ciel. J'ai 3 adresses. Le premier, c'est un hôtel. Alors une fois n'est pas coutume, d'habitude, je vous parle de tout petits hôtels, entre 7 et 20 chambres. Là, il en a beaucoup plus, 245 chambres. C'est l'exception, parce que c'est un grand hôtel qui est au sommet de la tour du Crayon, à Lyon. Ben, bien sûr. C'est le Crayon de Lyon. C'est le Radisson qui vient d'être rénové après 3 ans. Et vous êtes à 143 mètres d'altitude. Il occupe les 10 derniers étages. Voilà. Et c'est pratique, c'est à 5 minutes à pied du TGV. Donc, si vous venez d'un peu loin, vous avez une vue splendide sur la ville Lumière, cette autre ville Lumière, et jusqu'aux Alpes. La deuxième adresse, c'est un gîte. Alors là, on va quitter le modèle fusée pour le modèle soucoupe volante. Et cette soucoupe volante, vous allez voir, elle est incroyable. Elle est posée sur les monts d'Ardèche. La dernière adresse, pas mal non plus, c'est une maison d'hôte qui vit en apesanteur au-dessus des gorges de la Nesque. C'est dans le Vaucluse. C'est métaphore à Métamis. Et là, vous pouvez dormir dehors dedans. Une petite astuce des propriétaires. La maison avant, elle avait combien de chambres qu'on a vu un peu bizarre? Eh bien, vous pouvez dormir à 8 plus des dépendances. Vous pouvez dormir à 8 à l'intérieur plus des dépendances. D'accord.
Bon, on y va là? On y va là. Oui, allez. Comme un phare au cœur de la ville, la tour est communément appelée le Crayon par les Lyonnais. Cette ruche monumentale s'est offert un beau lifting pour ses 40 ans. C'est un énorme coup de jeune qu'on a donné à l'établissement. 3 ans de fermeture ont été nécessaires pour pouvoir rénover entièrement le bâtiment. Et c'est vrai que la seule chose qu'on n'a pas changé, c'est la vue sur la ville. Très souvent, on voit les Alpes, on peut y voir le Mont Blanc qui culmine et on a un peu l'impression d'être en plein milieu des montagnes. C'est absolument magnifique. On a en fait 245 chambres qui sont réparties sur 7 étages. C'est vrai que la ville a évolué aussi en 3 ans. C'est de nouveaux points de vue qu'on peut voir. Et l'architecte, d'ailleurs, qui a entièrement décoré l'intérieur de l'hôtel, s'est amusé à pouvoir retrouver des éléments de décoration qui permettaient la continuité entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. On a des luminaires exceptionnels qui ont permis en fait d'unir les étoiles qu'on trouve à l'extérieur dans le ciel avec l'intérieur du bâtiment. Alors forcément, dans un lieu pareil, il n'y a pas que les étoiles qui s'unissent. C'est un lieu assez romantique puisqu'on est perché, la tête dans les étoiles, et c'est vrai que ça se prête énormément, par exemple, à des demandes en mariage. Un ovni au cœur du parc régional des Monts d'Ardèche. Cette histoire a commencé en 68. En fait, mes parents sont partis au Japon s'initier aux disciplines orientales dans un temple zen pendant 2 ans. Et après cette expérience, ils ont décidé de quitter Paris et ils sont venus s'installer en Ardèche. Donc ils avaient envie de nature, tout simplement. À quelques mètres du sol, la maison est arc-boutée sur un pivot central qui distribue toutes les pièces à vivre et les chambres. Mon père a dessiné le premier croquis. Il a voulu une ouverture maximale sur la nature, d'où ces grandes baies vitrées. Et au début du projet, il était question que la maison tourne sur elle-même. Et en fait, c'est le soleil qui tourne autour de la maison. D'où cette chambre où le soleil se lève. Donc à l'est, on poursuit le soleil dans la pièce à vivre et on va se coucher sous la voûte céleste. En communion totale avec la nature. Et pour gardien du temple, un samouraï, pas si farouche qu'il en a l'air. Son nom sonne comme un étendard surgi du fond des âges. Métaphore à Métamis. Plantée en figure de proue sur la Provence, cette maison, trop haute, trop déglinguée, personne n'en voulait. Même pas Isa et Philippe. Quand on a monté notre projet, on voulait de l'espace. C'était le critère principal, tout sauf un village. Bah, c'est raté parce que on est dans un village. Et puis, ils ont vu la vue. En fait, la maison, elle est perchée sur les gorges de la Nesque. C'est juste spectaculaire. C'est la nature, la vraie nature qui s'offre à nous quotidiennement. Tout cet espace, il est là, il va jamais bouger et il faut pas l'entretenir. C'est gagnant-gagnant. Sauvage et glamour. Sous la grande ours, vous serez les rois de la nuit. Des plans à la Belle Étoile, on en a tous fait. Hein. C'est souvent des plans un peu foireux. Et là, on s'était dit, bien, pourquoi pas trouver un concept qui permettrait de dormir à la Belle Étoile, sans petite bête qui me gratte. Donc, on a installé un lit sur rail. Moi, j'ai testé avec mon mari et on a trouvé que c'était chouette. Ça a plu, ça. Ici, ça a plu. On adore. C'est combien la chambre, là? Là, la dernière, Ouais. C'est avec le lit, pour la Belle Saint-Valentin, Étoile. entre 145 et 215 pour toutes les chambres, voilà. Pas mal. Ouais. Il y a combien de clients dans cet établissement? Dans cette petite maison d'hôte, ils ont 5 chambres plus un appartement. chambres. Voilà. Mais celle qui a la vue, bah oui, c'est pas la plus joliment décorée, mais c'est la plus fantastique. Bon, merci beaucoup. À plus tard. Non seulement, évidemment. C'est la Saint-Valentin le 14. Vous étiez au courant, Oui. c'est pour ça qu'on parle de ça. Et Julien Duweb a des choses à vous dire à ce sujet-là, je suppose. Oui, je voulais vous présenter des artistes que j'adore. Ils sont vraiment. C'est une playlist perso, quoi. Oui, ils sont au démarrage d'une saga qui a pris une tournure énorme sur Internet. Au début, c'est un couple qui s'est amusé à photographier dans la vie de tous les jours tous les cœurs qu'ils croisaient. Et en fait, des cœurs, on en trouve partout, hein, que ce soit un nuage, un chewing-gum collé sur un trottoir ou un papier. Hop, tout peut très vite avoir une forme de cœur, regardez. Et ils les prenaient en photo, puis ils se les envoyaient. Vous avez vu comme c'est romantique, je trouve ça merveilleux. Et du coup, ils ont commencé à les partager sur les réseaux sociaux.
Et ça a été alimenté par les internautes du monde entier qui, à chaque fois qu'ils croisaient des cœurs, les mettaient sur le compte Facebook du couple. Et c'est devenu énorme. Je trouve que c'est très joli, c'est hyper fédérateur, c'est pas du tout cucu, ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est le premier truc, ça s'appelle chasseurdecœur.fr, c'est très très joli. Et je voulais vous dire aussi que le PSG et le FC Barcelone se sont mis ensemble, William, parce que mardi prochain, jour de la Saint-Valentin, il y a un énorme match de foot. Donc peut-être énorme dilemme pour les couples, est-ce qu'on va au resto, est-ce qu'on regarde le foot? C'est compliqué. Du coup, ils ont prévu un concours pour inviter les couples à venir voir le match. Un couple de Catalans va venir chez des Parisiens vont venir ensuite chez des Catalans. Et tout ça, une belle journée dans Paris, une belle journée à Barcelone et le match en amoureux le soir. C'est un concours sur Internet que je trouve plutôt bien vu. Ouais, c'est pas mal, non? Chérie, c'est la Saint-Valentin ce soir, je t'emmène au foot. Je t'emmène voir le foot. Alors en plus, c'est un truc que vous pouvez faire avec le Barça, vous ne pouvez pas le faire avec l'OM. Non, ça va être cool. Ça fait inviter un couple de l'OM au PSG, bonne chance. Si vous arrivez à faire ça. Bon, merci beaucoup. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique. Mélanie va vous dire qu'effectivement, c'est un artiste qui fait partie d'un mouvement qui émerge, c'est-à-dire... Oui, c'est en fait Nicolas Lefebvre est un artiste, oui, voilà, qui fait partie d'un nouveau mouvement artistique que l'on appelle l'art anthropocène. C'est en fait un mouvement anthropocène, voilà, c'est un mouvement qui prend la nature pour source d'inspiration et qui suscite de la part des artistes un engagement pour la respecter et la sauvegarder. Et c'est exactement le cas de Nicolas Lefebvre parce que lui, il crée des sculptures, des sortes de totems avec toutes sortes d'objets anciens, avec des végétaux, des minéraux, des éléments naturels, parfois avec des objets un peu plus rares et précieux qu'il récupère partout dans le monde. Voilà, Nicolas, c'est un voyageur, un chineur, un grand collectionneur, un grand amoureux des objets. Et ça, c'est lui qui les fait ou ils sont déjà comme ça? Alors, ça, c'est tous des objets qu'il amasse et en fait, après, il les met dans son atelier et après, il les assemble pour en faire des sculptures. Vous allez voir, il mélange toutes les époques, toutes les civilisations, toutes les cultures, tous les continents. Vous allez voir, nous l'avons rencontré dans son atelier parisien et vous allez voir son travail. Regardez. Le point de départ de mon travail et ma démarche consiste à assembler des objets anciens de différentes cultures et de différentes civilisations pour célébrer nos racines communes. J'ai commencé ce travail à la mort de ma mère, donc à 25 ans. J'ai commencé à assembler tous ces objets sous cette forme de croix de vie. Donc le cercle, c'est l'universel, et la croix, c'est le carrefour. Carrefour des civilisations, là où tout se crée, où tout, en fait, émerge. Je trouve mes objets donc, dans les salles des ventes, chez les antiquaires, dans les brocantes et dans tous mes voyages. Alors là, par exemple, il y a un bout d'amphore égyptien, donc à Milan, qui est assemblé avec une cloche de vache africaine à l'envers. Et c'est rehaussé sur une omoplate de vache que j'ai trouvée sur une plage en Inde. J'ai soclé ça sur une demi-boule de pétanque 19e française et un objet pour coudre chez les Berbères, donc en Mauritanie. J'appelle mes sculptures déesse mère, mes divinités, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'au travers de la déesse mère, il y avait vraiment une unité et surtout quelque chose qui relie les uns aux autres. Et je pense qu'elle est très bienveillante et qu'elle, en tout cas, permet vraiment l'union. L'union de nos peuples, l'union de nos cultures, l'union de nos civilisations. Là, par exemple, c'est une des dernières pièces que j'ai assemblées. Donc c'est toujours un dialogue de culture. C'est un bouclier de la garde royale rapprochée d'Haïlé Sélassié, donc empereur éthiopien, que j'ai assemblé avec un masque africain
dont je ne connais pas la provenance exacte, mais qui m'a beaucoup parlé, en tout cas quand je l'ai vu, avec un mélange de cori, de tissu, de vannerie, de cheveux, etc., que j'ai assemblé donc avec une branche de palmier, où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une adéquation totale entre l'érosion du palmier et tout ce qui se passait dans le masque africain. Alors j'ai gainé aussi toute cette sculpture là avec des filets de pêche d'Essaouira. Essaouira, c'était le cimetière des baleines, hein, très symbolique, et c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai essayé de trouver l'harmonie entre ces objets pour qu'on ait l'impression que ça a toujours existé de cette manière-là. Dans ce carrefour des mondes, j'essaie de retrouver l'origine et l'âme de nos civilisations communes pour essayer de faire du bien et de prôner cette bienveillance et cette union qui peut que nous faire du bien à tous. Mais il expose ce jeune homme? Alors, il sera exposé à Drouot à partir du 24 février jusqu'au 3 mars. Ouais. Ensuite, il va être au Grand Palais à l'occasion d'Art Paris du 30 mars au 2 avril. Il va être ensuite au Château de Versailles. Il va être ensuite en mai et durant tout l'été sur la plage du Club 55 à Saint-Tropez. Mais il y en a énormément d'objets là. Il y en a plein, mais il y en a des milliers d'objets. Il passe sa vie à voyager et à récupérer des objets. Voilà, moi ce que j'aime, c'est qu'on est loin du sensationnel et de la provocation des artistes contemporains. Et c'est ce que j'ai aimé chez Nicolas Lefebvre. Merci beaucoup.